Hello, bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, un livre, un extrait, ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous lire le premier chapitre de chacun des livres dont je vais vous parler juste là. Donc Toute blesse, la dernière tue de Karen Gibel, puisque c'est une lecture poignante et je pense qu'elle mérite à être connue, donc si vous ne l'avez pas lu, peut-être que ce sera l'occasion de vous donner envie de la lire. Maybe Someday de Colleen Hoover. Tout simplement puisqu'il y a Maybe No qui était sorti juste après le confinement si je me trompe pas, et j'avais simplement adoré Maybe Someday, donc c'était peut-être l'occasion de vous faire connaître ce livre et vous donner envie de lire la suite si vous ne le connaissez pas déjà. Ensuite je vais vous lire un livre du Prince Cruel de Holly Black. Et ce livre en fait je ne l'ai pas encore lu, donc je vais le découvrir en même temps que vous au niveau du premier chapitre, puisqu'il me tente énormément et que pour l'instant il n'est pas encore dans l'ordre de mes priorités de lecture. Et le dernier livre dont vous aurez un extrait, ce sera Midnight Sun de Stephenie Meyer. Pourquoi je l'ai choisi dans cette vidéo? Tout simplement puisqu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions sur ce livre, s'il valait le coup ou pas de le lire et ce que j'en pensais. Donc moi je vous ai donné un petit peu mon avis dans un update lecture, mais pour ceux qui hésitent encore et qui veulent se faire leur propre avis, peut-être que ce premier chapitre pourra vous aiguiller. Commençons par Toute blesse, la dernière tue de Karen Gibel. Il faisait encore nuit, toujours froid. L'hiver n'était jamais tendre ici. Brutal, sans aucune pitié pour les hommes ou les animaux, il brisait les roches et les âmes autant que les espoirs. Gabriel sortit sur la terrasse, une tasse de café brûlant dans les mains. Timide, les premières lueurs de l'aube ébauchaient un horizon poétique. Sa maison se trouvait au milieu d'un désert balayé par les vents. Son premier voisin habitait à plusieurs kilomètres. Mais Gabriel avait choisi de venir s'installer ici, là où plus personne ne voulait vivre, dans un endroit que tout le monde avait fui. La rudesse du climat, la solitude, le silence ou les complaintes angoissantes de l'ego là, tout cela lui convenait. Ces lieux semblaient avoir été façonnés pour lui, les hommes tels que lui. Ceux qui veulent oublier ou se faire oublier, ceux qui veulent purifier leur âme, souffrir en paix, mourir en silence. Gabriel buvait son café la nuit où était déjà plus qu'un vague souvenir, même si dans son esprit s'effilochaient encore quelques images glaçantes de ses cauchemars, tels les nuages s'éternisant auprès de la tempête. Il retourna à l'intérieur où la température était incroyablement douce, posa sa tasse dans l'évier de la cuisine et prit la clé dans sa voiture. Il enfila un bonnet et des gants en cuir avant de quitter la maison. Des plaques de verglas étaient tapies sur la route, attendant patiemment leur prochaine victime. Une voiture a envoyé dans le ravin un homme à tuer. Conscient du danger, Gabriel conduisait à une allure raisonnable. Lorsqu'il arriva à Florac, il faisait jour, et presque toujours aussi froid. Janvier finissait à peine, l'hiver serait encore long et impitoyable. Il fit quelques achats, de quoi tenir une semaine, passa au tabac et à la pharmacie avant de reprendre la route. En sortant de Florac, elle serpentait comme dans des gorges brunes oubliées du soleil. Elle descendait ensuite vers Nîmes, mais Gabriel la quitta pour emprunter un vieux pont dont on ignorait par quel miracle il avait survécu aux méchantes colères de la rivière qui vivait dessous. Il croisa de vieilles bâtisses abandonnées, puis s'engagea sur une route beaucoup plus étroite qui lui promettait un col à 20 km. Le soleil, enfin, pour éclairer les herbes rares et gelées, les châtaigniers morts d'hiver qui brandissaient leurs branches nues tels des avertissements. Voyageur, ne t'aventure pas par ici. Le 4x4 avalait patiemment les virages. Gabriel alluma une cigarette et la radio. Il écouta le journal d'une oreille distraite. Ça parlait de chiffres, ceux de la pauvreté, ceux du chômage. Gabriel n'avait jamais connu ça. Ça parlait de peur, peur des autres, des lendemains ou du manque. Il y avait bien longtemps que Gabriel n'avait pas ressenti la peur. Bien longtemps qu'il se foutait des lendemains et avait apprivoisé le manque. Bien longtemps qu'il n'éprouvait plus grand-chose. Au bout d'un quart d'heure de route et sans avoir croisé âme qui vive, Gabriel arriva à destination. Un petit hameau composé de 4 maisons sans âge dont il était l'unique propriétaire. Une seule des 4 bâtisses était habitable. Gabriel l'avait fait rénover tandis qu'il laissait les 3 autres tomber en ruine. Il gara son pick-up en bas de l'escalier de pierre, rapporta ses courses à l'intérieur. Sophocle, le vieux dog allemand bleu, était couché devant la cheminée. Il leva à peine la tête lorsque son maître entra, remua vaguement la queue avant de se rendormir profondément. Comme chaque matin, Gabriel consulta ses mails en buvant un deuxième café. Quelques publicités, quelques spams, rien d'important. Personne ne lui écrivait jamais ou presque. Il remit sa parka, sortit et alluma une nouvelle cigarette. Le ciel était d'un bleu glacé. Le soleil restait froid et le vent plutôt discret. Gabriel ouvrit les écuries situées juste en face de sa maison. « Salut les filles !» lança-t-il en entrant.
2 juments de la race hanovrienne, Gaïa la grise et Maya la lésane. Elles avaient l'air agitées. Gabriel les appela et elles s'avancèrent vers lui. Il caressa leur museau, tapota leur encolure, chuchota quelques mots rassurants. C'est alors qu'il la vit. Une femme, étendue sur la paille, dans le fond du hangar. Gabriel oublia de respirer. Il hésita un instant avant de s'approcher du corps inanimé. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Pas de réponse. Pas l'ombre d'un mouvement. Elle était peut-être morte. Il s'arrêta à quelques pas de l'inconnue. Allongée sur le côté, elle lui tournait le dos. Avec son pied, il la secoua doucement. Toujours pas le moindre signe de vie. Il s'accroupit près d'elle, posa une main sur son épaule. Elle se retourna d'un seul coup, brandissant une arme. Gabriel reconnut la silhouette sombre d'un pistolet automatique. « Reculez !» Il obtempéra, sans geste brusque, tandis qu'elle se relevait. Gabriel remarqua qu'elle avait du mal à bouger et distingua une tache sombre sur son t-shirt lorsque les pans de son blouson s'écartèrent. « On va chez vous !» murmura-t-elle. Il n'y avait aucune trace de peur sur le visage. Son regard était vide. Il sortit de l'écurie, l'inconnu sur ses talons. Sans hâte, il gravit les quelques marches, ouvrit la porte. Lorsqu'ils furent à l'intérieur, il pivota pour se retrouver face à elle. Face à l'arme qu'elle pointait toujours sur lui, c'était un Beretta, d'un gros calibre. Sophocle grogna en se dirigeant vers l'intruse. D'un simple geste de la main, Gabriel lui intima le silence. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Maintenant, il voyait son visage dans la lumière. Elle portait une plaie et un hématome au front, comme si elle avait donné un coup de tête dans un mur. Elle était très jeune, sans doute moins de 20 ans, plutôt jolie, peau mate et parfaite, cheveux noirs légèrement frisés, emmêlés et parsemés de paille. Visiblement, elle avait dormi dans l'écurie et ne savait pas se servir d'une arme à feu. Elle la tenait de manière maladroite, ce qui n'enlevait rien à sa dangerosité, bien au contraire. D'autant que le cran de sûreté n'était pas enclenché. « Je veux à manger, dans un sac !» Gabriel passa à côté de la cuisine américaine et attrapa un sachet plastique dans un tiroir. Il enfourna 2 paquets de biscuits, des fruits, posa le tout sur le comptoir qui séparait les 2 pièces. L'inconnu pressait sa main libre sur sa blessure, une vilaine plaie juste en dessous de ses côtes. Quand elle la retira, sa main était rouge de sang. « De l'argent !» lança-t-elle. « Tout ce que vous avez !» Il récupéra son portefeuille dans une poche intérieure de sa parka, en extirpa 2 billets de 50 €. « Votre téléphone aussi, et les clés de votre voiture !» Gabriel obéit, attendant la suite des instructions, et elle avait de plus en plus de mal à parler. « Ah, nous !» enjoignit-elle. Il s'exécuta sans broncher. D'une main tremblante, la jeune femme se saisit du sac où elle mit l'argent, le téléphone et la clé, sans le quitter des yeux. Puis elle recula, le tenant toujours en joue. Elle ouvrit la porte lorsque ses jambes la trahirent. Elle s'écroula d'un bloc, lâcha son arme, en gémissant de douleur. Elle tendit son bras pour récupérer le pistolet, mais il avait déjà changé de main. Gabriel pointait le canon sur sa tête, à lui de donner les ordres désormais. Debout! Elle se mit à genoux, parvint à se relever au prix d'un terrible effort. « Laissez-moi partir! Avec ma caisse, mon téléphone et mon fric ?» répondit-il avec un sourire terrifiant. « T'es sûre que t'as pas besoin d'autre chose ?» Avec le pied, elle poussa le sac plastique dans sa direction, leva les bras devant elle. « Juste partir, c'est tout !» À peine avait-elle prononcé sa supplique qu'elle s'effondra à nouveau. Sa tête percuta violemment le sol. Cette fois, elle ne bougea plus. Gabriel rangea l'arme à sa ceinture et s'avança avec prudence. Non, ce n'était pas une feinte. Elle avait vraiment perdu connaissance. Il alluma une cigarette et la fuma tranquillement, tout en regardant l'inconnu, agoniser à ses pieds. Voilà, c'était le premier chapitre de Toute blesse la dernière tue de Karine Guible. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un livre et une histoire qui commence de manière très forte et dont je n'ai pas pu me détacher quand j'ai commencé la lecture. J'espère que si vous ne la connaissez pas, elle vous fait le même effet qu'à moi. Si vous la connaissez, dites-moi si vous aussi vous n'avez pas pu détacher le texte de l'auteur des yeux quand vous avez attaqué cette lecture qui est juste génialissime. Maintenant, c'est parti pour lire un extrait du Prince Cruel de Holly Black, publié chez les éditions Rajo. Par un paisible dimanche après-midi, un homme vêtu d'un long manteau sombre hésitait devant l'entrée d'une maison, dans une rue bordée d'arbres. Il n'était arrivé ni en voiture ni en taxi. Aucun voisin ne l'avait vu flâner sur le trottoir. Il était tout simplement apparu comme s'il avait marché en sautant d'une ombre à l'autre. L'homme s'approcha de la porte et leva le poing pour frapper. À l'intérieur, assis sur le tapis du salon, Jude, 7 ans, mangeait des bâtonnets de poisson tout ramollis par le four à micro-ondes qu'elle trempait dans une giclure de ketchup. Taryn, sa sœur jumelle, dormait sur le canapé, recroquevillée autour d'une couverture roulée en boule. Elle suçait son pouce, la bouche tachée de jus de fruits. À l'autre bout du canapé, Vivienne, leur sœur aînée, regardait un dessin animé à la télévision, ses yeux étranges à la pupille fendue, fixés sur une souris poursuivie par un chat. Elle riait chaque fois que la souris semblait sur le point de se faire dévorer. Vivi n'était pas comme les autres grandes sœurs. Quant à Jude et Taryn, elles étaient de vraies jumelles. Elles avaient les mêmes cheveux châtains hirsutes et le même visage en cœur. Du coup, elles non plus n'étaient pas comme les autres.
Pour Jude, les yeux fendus de Vivi ainsi que les oreilles pointues et légèrement duveteuses n'étaient pas beaucoup plus bizarres que d'être le double de quelqu'un d'autre. Si parfois elle remarquait que les enfants du voisinage évitaient Vivi et que leurs parents parlaient d'elle en chuchotant d'un air inquiet, Jude n'y accordait pas d'importance. Chez les adultes, s'inquiéter et chuchoter était une habitude. Taryn bâilla et s'étira, la joue plaquée contre le genou de Vivi. Dehors, le ciel éclatant brûlait l'asphalte des allées, les tondeuses à gazon ronronnaient, et dans les piscines au fond des jardins, les enfants s'ébattaient. Papa se trouvait dans l'annexe de la maison, où il avait une forge. Maman, dans la cuisine, préparait des hamburgers. Tout était d'un ennui profond, tout allait bien. Quand on frappa à la porte, Jude se leva d'un bond pour aller ouvrir. Elle espérait que c'était une des petites voisines d'en face qui voulait faire une partie de jeux vidéo ou lui proposait de venir se baigner après manger. L'homme de haute taille se tenait sur leur paillasson, baissa sur elle un regard noir. Malgré la chaleur, il portait un imperméable en cuir marron. Quand il franchit le seuil, ses chaussures ferrées d'argent produisirent un bruit creux. Jude leva les yeux vers son visage plongé dans l'ombre et frissonna. « Maman !» brailla-t-elle. « Maman ! Il y a quelqu'un à la porte !» Maman sortit de la cuisine et essuya ses mains mouillées sur son jean. À la vue du visiteur, elle pâlit d'un coup. « Va dans ta chambre !» ordonna-t-elle à Jude d'un ton effrayant. « Tout de suite !» « Et qui est cet enfant ?» s'enquit l'homme en désignant Jude. Il avait un drôle d'accent. « À toi ? À moi ? À personne !» répondit maman, sans même regarder dans la direction de Jude. Ce n'est l'enfant de personne. Elle disait n'importe quoi. De l'avis de tout le monde, Jude et Taryn ressemblaient énormément à leur père. Jude recula de quelques pas vers l'escalier, mais elle ne voulait pas être seule dans sa chambre. Vivi, songea-t-elle, Vivi saura qui est ce grand monsieur, Vivi sait toujours quoi faire. Mais Jude n'alla pas plus loin, elle était comme pétrifiée. J'ai vu beaucoup de choses impossibles, déclara l'inconnu. J'ai vu le gland avant le chêne, j'ai vu l'étincelle avant la flamme, mais je n'avais encore jamais vu ça. Une morte ressuscitée et une enfant née de personne. Apparemment, maman ne savait pas quoi répondre. Tout son corps tremblait. Jude aurait aimé lui prendre la main et la serrer, mais elle n'osa pas. J'ai douté de Balekin quand il m'a dit que je te trouverais ici, poursuivit l'homme d'une voix radoucie. Les ossements d'une humaine et de son enfant à naître, découverts dans les vestiges calcinés de ma propriété, avaient de quoi convaincre. Sais-tu ce que ça fait d'apprendre au retour d'une bataille que son épouse est morte et son unique héritier avec elle? De voir sa vie réduite en cendres? Maman secoua la tête, plus pour chasser les mots qu'elle entendait qu'en réponse à la question posée. Il fit un pas vers elle, elle recula d'un pas. Quelque chose clochait au niveau des jambes du géant. Ses gestes étaient raides, comme si bouger lui faisait mal, la lumière n'était pas elle-même dans le vestibule, et Jude remarqua que sa peau avait une étrange teinte verte et que ses dents du bas paraissaient trop grandes pour la bouche. Elle distingua aussi ses yeux semblables à ceux de Vivi. « Je n'aurais jamais été heureuse avec toi, » se défendit maman. « Ton monde n'est pas fait pour les gens comme moi. » L'homme de haute taille observa longuement. « Tu as prononcé tes vœux, » dit-il enfin. Elle leva le menton. « Et je les ai réunis ensuite. » Il dirigea son regard vers Jude, son expression se durcit. Que vaut la parole d'une épouse mortelle? Je suppose que j'ai la réponse désormais. Maman se retourna, voyant son expression. Jude fila dans le salon. Taryn dormait toujours, la télévision marchait toujours. Vivienne arracha de l'écran ses yeux de chat aux paupières alourdies. « C'est qui ?» demanda-t-elle. « J'ai entendu une dispute. »« Un homme qui fait peur, » l'informa Jude essoufflé. Elle avait à peine couru, mais son cœur battait la chamade. « Maman a dit qu'il fallait qu'on monte, » ajouta-t-elle. Elle se moquait que maman lui ait ordonné à elle sans mentionner ses sœurs. Elle n'en montrerait pas seule. Avec un soupir, Vivi s'extirpa du canapé et d'une légère secousse réveilla Taryn. À moitié endormie, la jumelle de Jude suivit ses sœurs dans le couloir vers l'escalier. Alors qu'elle s'apprêtait à grimper les marches moquetées, Jude vit son père entrer par l'arrière de la maison, tenant à la main une hache de sa fabrication. C'était la réplique d'une arme qu'il avait étudiée dans un musée en Islande. Voir papa revenir du jardin avec une hache n'avait rien d'inhabituel. Ses amis et lui, passionnés d'armes anciennes, passaient un temps fou à parler culture matérielle et à dessiner des prototypes de lames imaginaires. Ce qui était bizarre, c'était sa manière de tenir son instrument, comme s'il allait... Son père brandit sa hache en direction de l'homme. Il n'avait jamais levé la main sur Jude ou sur ses sœurs pour les punir, pas même lorsqu'elles avaient fait une grosse bêtise. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche, ce n'était pas dans sa nature, tout simplement. Et pourtant, la hache manqua à l'inconnu et se ficha dans le chambranle de la porte. Taryn poussa un drôle de cri aigu et plaça ses mains sur sa bouche. L'homme tira une lame incurvée de sous son manteau de cuir. Une épée, comme dans les livres. Papa essayait de déloger la hache quand l'homme lui plongea son épée dans le ventre et la fit remonter vers le haut. On entendit une sorte de craquement sec, suivi d'un cri animal. Papa s'écroula sur le tapis du vestibule, celui au sujet duquel maman se fâchait toujours quand elles y laissaient des empreintes de boue. Le tapis devenait tout rouge maintenant. Maman hurla, Jude hurla, Taryn et Vivi hurlèrent, tout le monde hurlait, sauf le géant.
Viens ici, ordonna-t-il en fixant Vivi du regard. Espèce de monstre, s'écria maman en s'éloignant vers la cuisine. Tu l'as tué. N'essaie pas de m'échapper, pas après ce que tu as fait. Si tu t'enfuis encore, je jure que je... Mais maman prit bel et bien la fuite. Elle avait passé l'angle du mur quand, de sa lame, il la frappa dans le dos. Elle s'effondra sur le linoléum. Dans sa chute, ses bras entraînèrent les aimants collés au réfrigérateur. Une odeur de sang imprégna l'air, comme celle du métal chaud et humide, comme les éponges métalliques dont maman se servait pour écurer les poils. Jude fondit sur l'homme, bourra son torse de coups de poing et lui décocha des coups de pied dans les jambes. Elle n'avait même pas peur, elle n'était pas sûre de ressentir quoi que ce soit. L'inconnu l'ignora. Un long moment, il se contenta de rester là, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il ait pu commettre de tels actes. Comme s'il avait souhaité revenir en arrière et effacer les 5 minutes précédentes. Puis il se laissa tomber sur un genou et saisit Jude par les épaules. Il lui plaqua le bras le long du corps pour la maîtriser, sans même la regarder. C'était Vivienne qui l'observait. « Tu m'as été enlevé, lui dit-il. Je suis venu te ramener chez toi, à Domelf, sous la colline. Là-bas, tu seras immensément riche. Là-bas, tu seras avec les tiens. » « Non, trancha Vivi de sa voix fluette et sombre. Je n'irai nulle part avec vous. »« Je suis ton père, répliqua-t-il d'un ton cinglant comme un coup de fouet. Tu es mon héritière et tu es de mon sang. Tu m'obéiras en toutes circonstances. » Elle ne broncha pas, mais crispa la mâchoire. « C'est pas vous, mon père !» piailla Jude à l'intention de l'homme. Même si Vivi et lui avaient les mêmes yeux, elle refusait d'y croire. Elle resserra sa prise sur ses épaules, lui arrachant un petit couinement, mais elle continua à le toiser. Elle était très forte en combat de regard. Il fut le premier à céder et se détourna pour regarder Tarine, qui, à genoux, secouait maman en sanglotant, comme si elle espérait la réveiller. Maman ne bougeait plus. Leurs parents étaient morts, ils ne bougeraient plus jamais. « Je vous déteste !» lança Vivi à l'adresse du géant avec une violence qui fait plaisir à Jude. « Je vous détesterai toujours, j'en fais le serment. » L'homme conserva son air glacial. « Tu vas quand même venir avec moi. Prépare ces petites humaines. Prenez peu d'affaires. Nous devons rentrer avant la nuit. » Vivienne leva le menton. « Laissez-les tranquilles, emmenez-moi s'il le faut, mais pas elle !» Il dévisagea Vivi avant de ricaner. « Tu veux protéger tes sœurs de moi, c'est ça? Et dis-moi, où voudrais-tu qu'elles aillent ?» Vivi ne répondit pas. Elle n'avait ni grands-parents, ni aucune autre famille, du moins, pas à leur connaissance. Il reporta son attention sur Jude, la relâcha et se leva. « C'est la progéniture de ma femme et par conséquent, ma responsabilité. Je suis peut-être cruel, je suis peut-être un monstre, un assassin, mais j'assume mes responsabilités. En tant qu'aînée, tu devrais en faire autant. » Des années plus tard, quand Jude repenserait à ces événements, elle n'aurait aucun souvenir du moment où elles avaient fait leur sac. Apparemment, cette heure avait été complètement effacée de sa mémoire par le choc. D'une manière ou d'une autre, Vivi avait sans doute trouvé des sacs dans lesquels elles avaient dû fourrer leurs jouets et leurs albums préférés, ainsi que des photos, des pyjamas, des manteaux et des t-shirts. Ou peut-être que Jude avait elle-même préparé son sac, impossible de le savoir. Elle ne voyait pas comment elle avait pu en être capable avec le corps de leurs parents en train de refroidir en bas. Elle ne savait pas ce qu'elle avait ressenti et, au fil des années, elle n'arrivait pas à retrouver ses sensations. Avec le temps, l'horreur de ces meurtres s'atténua, les souvenirs qu'elle avait de cette journée se brouillèrent. Lorsqu'ils sortirent, un cheval noir broutait le gazon. Il avait de grands yeux doux. Jude aurait aimé étreindre son encolure et plaquer son visage noyé de larmes dans sa crinière soyeuse. Avant qu'elle puisse le faire, le géant les hissa, Tarine et elle, sur la selle, les manipulant comme des paquets plutôt que comme des enfants. Il installa Vivi derrière lui. « Accrochez-vous, dit-il. » Jude et ses sœurs pleurèrent tout le trajet jusqu'à Terrafae. Donc voilà, ça c'était le prologue du Prince Cruel de Holly Black. Et je ne sais pas vous, mais ce prologue m'a tellement mis l'eau à la bouche que j'ai encore plus hâte de lire ce livre. Je pense qu'il fera d'ailleurs partie de ma pile à lire du mois d'octobre. Maintenant, passons à Maybe Someday de Colleen Hoover, qui est une romance juste fantastique que j'ai hâte de vous faire découvrir pour ceux qui ne l'ont pas déjà lu. J'ai fichu mon poing dans la tronche d'une fille, pas n'importe quelle fille, ma meilleure amie, ma coloc. Enfin, depuis 5 minutes, je devrais plutôt dire mon ex-coloc. Elle s'est presque aussitôt mise à saigner du nez et sur le moment, je m'en suis voulu. Puis je me suis rappelé quelle petite salope, quelle menteuse c'était. Alors elle m'a donné envie de recommencer. Jusqu'où je serais allée si Hunter ne s'était pas interposé. C'est donc lui qui a pris à sa place. Malheureusement, il s'en est très bien tiré, beaucoup mieux que ma main. Mettre un coup de poing, ça fait 10 fois plus mal que je ne l'aurais imaginé. Mais je ne me passe pas ma vie à imaginer ce qu'on éprouve à boxer des gens. N'empêche que l'idée me démange encore quand je vois apparaître un SMS de Ridge sur mon téléphone. Celui-là aussi, je l'attends au tournant. Je sais que techniquement parlant, il n'a rien à voir dans la situation pourrie que je traverse. Pourtant, il aurait pu se manifester un peu plus tôt. Alors oui, je cognerai bien à son tour. Ridge, ça va?
Tu veux monter jusqu'à que la pluie s'arrête? Bien entendu, je n'ai aucune envie de monter. J'ai assez mal au poing comme ça. Je décidai d'aller rejoindre Rich dans son appartement, ce serait encore pire une fois que j'en aurais fini avec lui. Je jette un coup d'œil vers son balcon. Elle aperçoit sa silhouette tournée vers moi, adossée à la porte-fenêtre, son téléphone à la main. La nuit est presque tombée, mais les réverbères du parc illuminent son visage et je distingue ses yeux noirs et son petit sourire triste. Au fait, pourquoi suis-je en rogne contre lui? De sa main libre, il dégage les mèches de son front, comme pour mieux souligner son air inquiet. À moins que ce ne soit une expression de regret, comme il se doit. Je préfère ne pas répondre, alors il hausse les épaules, l'air de dire « c'est toi qui vois ?» puis referme la porte-fenêtre derrière lui. Je range mon téléphone dans ma poche avant qu'il ne soit complètement inondé et contemple le parc de la résidence où je vis depuis 2 mois. Quand nous avons emménagé ici, le brûlant été du Texas achevait d'avaler le reste du printemps, mais ce jardin semblait vouloir encore s'accrocher à la vie. D'éclatants buissons d'hortensia bleu vif et mauve longeaient les allées menant des immeubles à la fontaine centrale. Au cœur de l'étouffant mois d'août, cette dernière est tarie depuis longtemps et les hortensias n'affichent plus qu'un souvenir flétri de mon excitation lorsque Tori et moi nous sommes installés ici. Une triste ambiance qui reflète mon état d'esprit aujourd'hui, triste et flétri. Assise au bord de la silencieuse fontaine en ciment, les coudes appuyés sur les 2 valises qui contiennent à peu près tout ce que je possède, j'attends le taxi. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il va me conduire. Tout ce que je sais, c'est que je préfère me retrouver n'importe où plutôt qu'ici. Autrement dit, je suis à la rue. Je pourrais appeler mes parents, mais ce serait le meilleur moyen de me voir infliger tous les « on te l'avait bien dit » de la terre. On t'avait dit de ne pas partir si loin, Sydney. On t'avait bien dit de ne pas t'engager avec ce garçon. On t'avait bien dit que si tu choisissais la prépa de droit plutôt que la musique, nous payerons tes études. On t'avait bien dit de sortir le pouce avant de frapper. Bon, ils ne m'ont sans doute jamais vraiment parlé de technique de boxe, mais eux, qui sont constamment raison sur tout, ils auraient peut-être dû. Je serre le poing, ouvre les doigts, les referme. Ma main me fait encore très mal, je devrais y mettre de la glace. Dire que les mecs passent leur temps à taper avec ça, ça craint. Et vous, savez-vous aussi ce qui craint? La pluie. Elle trouve toujours le pire moment pour tomber, comme maintenant, alors que je n'ai nulle part où aller. Le taxi s'arrête enfin devant moi, je me lève, pose mes valises sur les roulettes, les tire jusqu'à ce que le chauffeur sorte pour m'aider à les ranger dans le coffre. C'est là que mon estomac se retourne. Je n'ai pas mon sac. Merde. Je regarde autour de moi d'abord à l'endroit où j'étais assise avec mes valises, puis me tâte comme s'il allait soudain réapparaître. Pourtant je sais très bien où il se trouve. Je l'ai détaché de mon épaule et l'ai laissé tomber juste avant de boxer le précieux petit nez à la Cameron Diaz de Tori. Ça m'arrache un soupir, puis un rire. Évidemment que j'ai oublié mon sac. Mon premier jour sans abri aurait été trop facile si j'avais eu tout avec moi. Excusez-moi, dis-je au chauffeur en train de charger ma 2e valise. J'ai changé d'avis, je n'ai plus besoin de taxi. Je sais qu'il y a un hôtel à 800 mètres d'ici. Si je trouve le courage de remonter chercher mon sac, je pourrais m'y rendre à pied et prendre une chambre jusqu'à ce que je sache quoi faire d'autre. De toute façon, je suis déjà trempée. Le chauffeur ressort les 2 valises, les dépose sur le trottoir devant moi, regagne sa voiture sans me jeter un seul regard et repart. À croire qu'il est soulagé de pouvoir me laisser tomber. Ai-je donc l'air si lamentable? Je reprends mes bagages et retourne à la place où j'étais. Tout en jetant un coup d'œil vers mon appartement, je me demande ce qui se serait passé si je remontais chercher mon portefeuille. J'ai laissé un tel foutoir en le quittant. Je préférais encore me retrouver à la rue sous la pluie que de retourner là-haut. Maintenant, il s'agit d'examiner la situation. Je pourrais peut-être payer quelqu'un pour monter à ma place, mais qui? D'ailleurs, il n'y a personne d'autre dans les parages et rien ne dit que Hunter et Tori remettraient mon sac à quelqu'un d'autre. C'est nul, il va bien falloir que je finisse par appeler quelqu'un. Mais pour le moment, je suis trop gênée pour avouer à quel point j'ai été aveugle ces 2 dernières années. Je déteste déjà avoir 22 ans et il me reste encore 364 jours à tirer. C'est tellement nul que je... Pleure? Génial, voilà que je pleure maintenant. Plus un rond en larmes, défiguré et sans abri, c'est moi. Et j'ai beau ne pas vouloir l'admettre, je crois bien que j'ai réussi à avoir le cœur brisé. Oui, maintenant je sanglote, c'est bien ce que ça doit faire d'avoir le cœur brisé. Il pleut, dépêche-toi. Je lève la tête et aperçois une fille devant moi. Le parapluie à la main, elle me regarde d'un air inquiet tout en sautillant d'un pied sur l'autre, l'air d'attendre que je réalise. Allez, je suis trempée, dépêche! Elle s'exprime d'une voix légèrement impatiente, comme si elle me faisait une sorte de faveur. Une main sur le front, je hausse un sourcil. Je ne vois pas pourquoi elle se plaint d'être mouillée alors qu'elle ne porte à peu près aucun vêtement. Ou si peu. Un débardeur coupé juste sous la poitrine. Un short orange. Ah oui, l'uniforme des serveuses sexy de Hooters. Décidément, cette journée tourne au cauchemar. Je suis assise sur à peu près tout ce que je possède, sous une pluie torrentielle, et je me fais harceler par une bouffe du fast-food le plus machiste du monde. J'ai encore les yeux fixés sur son décolleté quand elle m'attrape la main et me fait lever en râlant. Ridge avait dit que tu réagirais comme ça. Je dois aller travailler. Suis-moi, que je te montre où se trouve l'appartement. Elle saisit une de mes valises et se dirige d'un pas vite vers un immeuble.
Je la suis simplement parce qu'elle emporte une partie de mes affaires et que j'en ai besoin. Tout en commençant à grimper l'escalier, elle me lance par-dessus son épaule. Je ne sais pas combien de temps tu comptes rester, mais ne te demande qu'une chose, n'entre pas dans ma chambre. Arrivée en haut de l'escalier, elle ouvre une porte sans même vérifier si je la suis toujours. Moi, je reste sur le palier à regarder la fougère qui s'épanouit tranquillement dans son pot, au milieu du couloir, indifférente à la chaleur, avec ses feuilles vertes et fraîches. À croire qu'elle a fait un dos d'honneur à l'été en refusant de succomber à la température, je lui souris, un rien admiratif, jusqu'au moment où je me rends compte que je suis en train de faire des risettes à une plante verte. Alors je me détourne, en entrant d'un pas hésitant dans cet appartement inconnu à peu près agencé comme le mien. Sauf que celui-ci comporte 4 chambres au total, tandis que dans l'appartement que je partage avec Tori, il n'y en a que 2. En revanche, les salons ont la même surface. L'autre différence est que je n'aperçois pas dans celui-ci une putain de menteuse, haineuse, au nez ensanglanté. Pas plus que la vaisselle ou les fringues sales de Tori qui traînent partout. La fille dépose ma valise à côté de la porte, puis s'écarte et attend, je ne sais trop quoi. Levant les yeux au ciel, elle m'attrape par le bras pour m'éloigner du seuil. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça t'arrive de parler ?» Sur le point de refermer la porte, elle marque une pause, puis se retourne les yeux écarquillés. « Attends, tu n'es pas... » Elle se frappe le front. « Oh mon Dieu, tu es sourde !»« Hein? Qu'est-ce qui lui prend ?» Je fais non de la tête en m'apprête à lui répondre, mais elle embraye déjà. « Mon Dieu, Bridget !» maugrait-elle. Elle se frotte le visage en continuant de se parler toute seule, sans prêter aucune attention à mes regards interrogatoires. « Parfois, tu es vraiment une idiote. » Oula, elle a un sérieux problème de communication, cette fille. Déjà, c'est une espèce de pétasse malgré ses efforts pour paraître sympa. En plus, elle me croit sourde. Je ne sais même pas comment lui répondre. Elle secoue la tête comme si elle s'en voulait et me regarde enfin. « Je dois aller travailler maintenant !» crie-t-elle lentement. Je recule en grimaçant, ce qui devait lui faire comprendre que j'ai parfaitement entendu ses clameurs, mais elle ne paraît rien remarquer. Elle désigne la porte au bout du couloir. « Ridge est dans sa chambre !» Sans me laisser le temps de lui dire qu'elle n'a pas besoin de hurler comme ça, elle quitte l'appartement et claque la porte derrière elle. Je ne sais plus que penser, ni que faire. Je reste là, toute dégoulinante, au milieu d'un appartement que je ne connais pas. La seule personne, à part Tori et Hunter, que j'avais envie de boxer, se trouve à quelques pas de moi, dans une pièce voisine. À propos de Ridge, qu'est-ce qui lui a pris d'envoyer sa copine tarée du Hooters me chercher? Je sors mon téléphone et je lui prépare un SMS quand sa porte s'ouvre. Voilà, c'était le petit extrait que je vous réservais de Maybe Someday. Et maintenant, si nous passions à Midnight Sun. C'était le moment de la journée où je regrettais plus que jamais de ne pouvoir dormir. Le lycée. Ce mot purgatoire aurait été-il plus approprié? Si mes péchés avaient été expiables, ces heures assommantes auraient dû être portées, en partie au moins, au bénéfice de ma rédemption. Je ne m'habituais pas à l'ennui, et chaque jour semblait plus monotone que le précédent. Quoique, cette épreuve recouvrait peut-être le genre de sommeil qui m'était dévolu, pour peu qu'on considère le sommeil comme un état d'inertie totale entre deux périodes d'activité. Je contemplais les fissures qui défiguraient le mur du coin le plus reculé de la cafétéria, y décelaient des images qui ne devaient qu'à mon imagination. C'était une façon d'étouffer les voix qui bruissaient à l'intérieur de mon crâne, pareil au fracas d'un torrent. Des centaines de voix que j'ignorais tant elles me lassaient. L'esprit des hommes n'avait plus de secret pour moi, j'en avais trop entendu. Aujourd'hui tout s'activait autour d'une broutille, l'ajout d'un nouvel élément à la maigre communauté lycéenne. Il en fallait bien peu pour les occuper, et ils ne s'étaient pas privés de me donner de multiples aperçus du visage de la recrue, sous tous les angles. Rien qu'une humaine banale, l'agitation que provoquait cette arrivée était douloureusement prévisible, on aurait obtenu la même réaction en brandissant un hochet sous les yeux d'une bande de très jeunes enfants. La moitié des garçons, tels des moutons de Panurge, se voyaient déjà épris d'elle. Juste parce qu'elle avait l'attrait de l'inédit, je redoublais d'efforts pour tenter d'effacer leurs réflexions. Il n'y avait que 4 pensées que j'occultais par courtoisie, plutôt que par répulsion, celles de mes 2 frères et de mes 2 sœurs. Ils étaient d'ailleurs si accoutumés à l'absence d'intimité en ma présence qu'ils s'en souciaient rarement. Je faisais ce que je pouvais, m'interdisant de les écouter dans la mesure du possible. Mais malgré mes efforts, je savais. Comme d'ordinaire, Rosalie songeait à elle-même. Ayant saisi le reflet de son profil dans les lunettes de quelqu'un, elle méditait par sa beauté. Son cerveau était une flaque stagnante qui réservait peu de surprises. Les cheveux de nul autre ne s'approchaient autant de l'or pur, aucune silhouette n'évoquait autant que la sienne la forme parfaite d'un sablier. Pas un visage n'avait cet ovale, cette symétrie, ce grain de peau sans défaut. Elle ne se comparait pas aux mortels, ça aurait été d'une absurdité risible, mais aux membres de notre espèce dont aucun ne l'égalait. La frustration tordait les traits ordinaires insouciants des maîtres, qui ratissa d'une main énorme ses boucles d'ébène, les tordant sous un poing rageur. Il ne décolérait pas d'avoir perdu le combat qu'il avait opposé à Jasper cette nuit.
Sa patience fort limitée suffirait à peine à lui permettre de tenir jusqu'à la fin des cours quand il aurait l'occasion d'orchestrer sa revanche. Lorsque je captais les considérations que je ne me sentais particulièrement indiscret, car ils exprimaient ou les mettaient en pratique de façon systématique. La culpabilité ne m'envahissait qu'à l'égard de ceux qui tenaient pas à ce que je sois au courant de certains secrets. Si l'esprit de Rosalie était une flaque stagnante, celui d'Emmett était un lac aux eaux cristallines. Jasper, lui, souffrait. Je réprimais un soupir. Édouard, m'ayant interpellé mentalement, Alice eut droit à toute mon attention. J'aurais réagi pareillement si elle m'avait hélé tout fort. J'étais heureux que mon prénom se soit démodé au cours des dernières décennies. Par le passé, dès qu'une personne n'avait pensé à un Édouard, j'avais eu le réflexe de me manifester. Ça avait été très agaçant. Là, je ne bronchais pas. Alice et moi étions passés maîtres dans l'art de ces conversations privées, et il était rare qu'on nous y prenne. Je continuais de fixer les fissures. « Il tient le coup ?» me demanda-t-elle. Je fronçais les sourcils de manière imperceptible afin de ne pas nous trahir, comme par simple ennui. Jasper était immobile depuis trop longtemps. Il n'imitait pas l'éthique humaine, règle que nous suivions pour éviter de nous distinguer. Emmett se tirant les cheveux, Rosalie croisant les jambes, Alice tapotant le lino de ses pieds, ou moi pivotant de temps à autre afin de regarder d'autres dessins sur le mur. Raide, comme la justice, Jasper semblait paralysé. Même sa chevelure blonde paraissait insensible à l'air chaud que dispensaient les bouches d'aération. Court-on un risque ? Le ton d'Alice était de plus en plus inquiet, et elle surveillait notre frère à la dérobée. Elle se projeta dans le futur immédiat, cherchant l'origine de mon froncement de sourcils au-delà de l'ennui dans lequel je baignais. Sans oublier de poser son menton pointu sous son poing menu et de scier régulièrement, elle écarta une mèche de ses cheveux noirs hérissés coupés court. Lentement, je tournai la tête sur la gauche comme pour examiner les briques du mur, soupirai puis revins à l'inspection du plafond. Les autres croiraient que je jouais à l'humain. Alice seule comprit que je répondais par la négative à sa question. Elle se détendit. « Avertis-moi si ça devient trop difficile. » Cette fois, je me contentais de lever et de baisser les yeux. « Merci. » Ne pas être en mesure de réagir à haute voix fut un soulagement. Qu'aurais-je dit ? Tout le plaisir est pour moi ? On en était loin, je n'appréciais pas d'épier les luttes intérieures de Jasper. L'expérience était-elle vraiment nécessaire en demeurant ? Au lieu de le pousser dans ses retranchements, n'aurait-il pas été plus sûr de simplement admettre qu'il ne serait jamais aussi habile que nous pour contrôler sa soif ? Pourquoi fricotait-on avec le danger ? Notre dernière partie de chasse remontait à 2 semaines. Pas un laps de temps trop difficile à gérer pour nous, quoique un peu inconfortable dès qu'un individu s'approchait trop ou que le vent soufflait dans la mauvaise direction. Toutefois, les mortels ne s'approchaient jamais beaucoup, leur instinct leur dictant ce que leur raison se serait refusée à accepter. Nous étions un péril à fuir. Dans cet instant, Jasper en était un pour tout ce qu'il y a de plus réel. Bien que ce soit rare, il arrivait que l'inconscience des hommes me frappe de stupeur. Nous y étions certes habitués que nous ne nous attendions à rien d'autre, mais parfois elle paraissait plus évidente que jamais. Aucun de ces lycéens ne prêtait attention à notre groupe installé autour de la table fatiguée de la cafétéria, alors qu'une bande de tigres à l'affût aurait été moins létale que nous. Ils ne voyaient que 5 êtres vaguement étranges, nous étions assez similaires à eux pour passer pour des humains. Je m'étonnais qu'ils réussissent à survivre avec des sens aussi incroyablement émoussés. Soudain, une fille de petite taille s'arrêta à la table voisine pour discuter avec une amie. Elle rejetait en arrière ses courts cheveux sable et la ventilation expédia son odeur dans notre direction. Mes réactions physiques ne me surprirent pas. Ardeur sèche de ma gorge, désir creux de mon ventre, crispation de mes muscles, afflux de venin à ma bouche. Elles étaient normales et assez aisées à dominer, mais elles furent d'autant plus violentes et ardues à gérer que je surveillais Jasper. Il se laissait emporter par son imagination, se représentait la scène, il se levait de sa chaise, se plantait près de la lycéenne, se penchait comme pour murmurer à son oreille, autorisait ses lèvres à effleurer la courbe de son cou gracile, anticiper la tiède sensation du pouls pour le bouclier fragile de la peau. Je donnai un coup de pied dans sa chaise. Son regard noir, où luisit un bref éclat de rancœur, croisa le mien, puis il baissa les yeux. La guerre que se livraient en lui la honte et la révolte ne m'échappa pas. « Désolé, marmonna-t-il. » Je haussai les épaules. « J'avais vu que tu ne ferais rien, » l'apaisa Alice en lui caressant le bras. Je m'abstins de montrer ma réprobation devant pareil mensonge. Elle et moi devions nous serrer les coudes, ce qui n'était pas simple vu que nous étions de monstres plus monstrueux que les autres. Nous protégions mutuellement nos secrets. Les envisager comme des individus uniques aide un peu, poursuit-elle de sa voix musicale au perché et trop rapide pour être audible par les oreilles humaines. Celle-ci s'appelle Whitney, elle a une petite sœur qu'elle adore. Sa mère a invité Esme à une garden party, tu te souviens ? Je sais très bien qui elle est, répliqua Jasper d'un ton qui mit un terme à la discussion. Il se détourna vers les fenêtres étroites percées au niveau du plafond de la longue salle. Il allait devoir chasser cette nuit, il était ridicule de courir autant de risques, de tester sa résistance, de lui apprendre l'endurance.
Il ne lui restait qu'à accepter ses limites et faire avec. Avec un soupir silencieux, Alice se mit debout, s'empara de son plateau. Un simple accessoire, et s'éloigna. Elle savait à quel moment ne plus insister. Si la relation Rosalie et Emmett était exubérante, celle d'Alice et Jasper était fondée sur une connaissance absolue des besoins de l'autre. Comme si eux avaient le don de lire dans les esprits, mais seulement les leurs. Édouard. Je réagis automatiquement à l'appel de mon prénom, bien qu'il n'ait pas été prononcé, juste pensé. Durant un quart de seconde, mon regard accrocha de vastes prunelles chocolat qui tranchaient sur le teint pâle d'un visage en forme de cœur. Ces traits m'étaient connus, même si je ne les avais pas encore croisés physiquement. Ils avaient été le principal sujet de réflexion de nos pères aujourd'hui. C'étaient ceux de la nouvelle, fille du chef de la police locale, venue s'installer ici pour des raisons familiales, Isabella Swan. Bella. Elle corrigeait tous ceux qui n'utilisaient pas son diminutif. Déjà lasse, je m'esquivais quand je découvris que ce n'était pas son cerveau qui m'avait invoqué. Comme par hasard, elle s'amourage tout de suite dès que l'un se poursuivait la réflexion. J'en identifiais la voix, Jessica Stanley. Je n'avais plus eu droit à ces fantasmes sur ma petite personne depuis un moment. Quelle délivrance ça avait été quand elle avait été lassée de moi. Avant ça, il m'avait été impossible d'échapper à ces délires absurdes. J'avais regretté de ne pas être en droit de lui détailler précisément ce qui se serait passé si mes lèvres et les dents qu'elle masquait étaient entrées en contact avec les siennes. Voilà qui aurait eu le don de stopper net ces agaçantes projections. J'en souriais presque. Elle continuait à dérouler ses idées. Pour ce qu'elle y gagnera, elle n'est même pas jolie, je ne pige même pas pourquoi Eric la mate comme ça, ou Mike. Ce nom lui arracha un tressaillement mental. Sa dernière obsession en date, le populaire Mike Newton, n'avait que de l'indifférence pour elle. Mais pas pour la nouvelle, apparemment. Encore un gamin tendant les doigts vers le hocher. Son intérêt donnait un tour acide aux réflexions de Jessica, même si elle se montrait cordiale envers la Treuse, à laquelle elle expliquait ce que la rumeur colportait à notre propos. L'autre avait dû poser des questions. Tout le monde me regarde aussi aujourd'hui, pensait Jessica avec suffisance. J'ai de la veine que Bella suive 2 de mes cours. Je parie que Mike va me demander si elle... Je m'efforçais de bloquer ce bavardage inepte avant qu'il me rende fou. Jessica Stanley est en train de déballer le linge sale du clan Cullen au profit de la fille Swan, murmurai-je à Emmett pour me distraire. Il étouffa un gloussement. J'espère qu'elle lui en donne pour son argent. C'est plutôt faiblard, à vrai dire. À peine une allusion voilée à quelques scandales, pas un brin d'horreur, je suis assez dépitée. Et la nouvelle, les ragots la déçoivent également? Je tendis l'oreille vers Bella. Que voyait-elle lorsqu'elle observait la famille à l'étrange teint pâle que tout le monde évitait? Jauger sa réaction m'incombait. J'étais, à défaut d'autres mots, la sentinelle du clan, je le protégeais. Quand quelqu'un commençait à nourrir des soupçons, j'en avertissais les miens suffisamment tôt pour que nous puissions décamper. Ça s'était produit par le passé. Un humain à l'imagination débordante nous avait identifiés par le truchement d'un personnage de livre ou de film. Même si, en général, les mortels en question se trompaient, il valait mieux partir que subir une curiosité mal placée. Rarement, très rarement, ils disaient juste. Nous ne leur donnions pas la chance de vérifier leur hypothèse et disparition corps et biens, ne laissant derrière nous qu'un souvenir effrayant. Ça n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. J'ai eu beau écouter avec attention, je n'ai perçu que l'incessant et superficiel monologue de Jessica, à croire qu'elle était seule. Bizarre, la fille s'était-elle éclipsée? C'était peu probable, dans la mesure où son amie continuait de la soliloquer. Je regardais, quelque peu déroutée, il n'était pas dans mes habitudes de vérifier mon ouïe exceptionnelle. De nouveau, mon regard fut happé par ses grands yeux fauves, leur propriétaire n'avait pas bougé, nous dévisageait. Ce qui était sans doute des plus naturels, puisque son interlocutrice la régalait de commérages nous concernant. Il aurait été tout aussi naturel qu'elle pense à nous, or je ne captais pas le moindre chuchotis mental de sa part. Une rougeur chaude et tentatrice envahit ses joues lorsqu'elle baissa la tête, gênée d'avoir été prise en flagrant délit d'impolitesse. Heureusement que Jasper était toujours focalisé sur les fenêtres. Je n'osais imaginer les ravages qu'aurait provoqué chez lui cet afflux sanguin si généreux. Les émotions qu'afficha ce visage me furent aussi lisibles que si elle avait été gravée dans le marbre. La surprise, comme si elle appréhendait inconsciemment ce qui séparait son espèce de la mienne. La curiosité que lui inspirait la conte de Jessica. Une chose qui ressemblait à de la fascination. Ce ne serait pas la première fois nos proies désignées nous trouvaient beaux. Et enfin, l'embarras. Mais bien que ces sentiments se reflètent clairement dans ces drôles de prunelles, drôle parce que d'une profondeur singulière son cerveau m'était hermétique, totalement silencieux, cela me mit mal à l'aise. Une première. Se pouvait-il que cela vienne de moi? Inquiet, je me concentrais. Toutes les voix que j'avais tenues à l'écart défilèrent soudain dans mon crâne. Ne me demande pas quelle musique elle aime. Et suis-je lui parler de mon nouveau CD? Ainsi pensait Mike Newton à 2 tables de là, les yeux rivés sur Bella Swan. Non mais regarde-le la reluquer. Comme s'il ne lui suffisait pas d'avoir déjà la moitié des nanas du bahut à ses pieds. Telle était la sulfureuse réflexion d'Eric Yorkie, lui aussi concentré sur elle. À vomir, comme si elle était célèbre. Même Edward Cullen la mate. Lorraine Mallory était verte de jalousie. Et Jessica qui exhibe sa nouvelle meilleure amie. Quelle vaste blague!
Ses observations exudaient le vitriol. Je parie que tout le monde lui a déjà posé la question, j'aimerais pourtant lui parler. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'original, se torturer Ashley Doline? Elle sera peut-être avec moi en cours d'espagnol, espérait June Richardson. Encore des tonnes de devoirs à faire ce soir, les maths, la disserte, de la littérature, pourvu que ma mère, Angela Weber, une fille aux timides pensées d'une rare gentillesse, était la seule à cette table qui ne soit pas obsédée par cette Bella. Voilà, je vais m'arrêter là pour Midnight Sun puisque les chapitres sont vraiment très longs. Et je pense que si je terminais ce chapitre, on en aurait encore pour bien 10 minutes de vidéo. Et je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue. J'espère que découvrir tous ces petits extraits de livres vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la tourner. Même si je vous avoue que j'ai la gorge un peu sèche après avoir parlé. Et pourtant, mon verre d'eau n'est jamais très loin. N'hésitez pas à me dire si parmi ces extraits, un livre vous tente, vous fait grandement envie. N'hésitez pas à me dire aussi si vous les avez déjà lus et ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.